Bonjour et bienvenue. Pierre Méréa, cofondateur de Keralia. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire consacré à la transformation digitale dans la recherche. Comme vous le savez, la transformation digitale est un concept à la mode. Quand on en parle dans le contexte de la recherche, on a souvent tendance à mettre en avant le big data et toutes les problématiques liées aux énormes volumes de données générés par la recherche moderne en termes de stockage, d'analyse, de valorisation, etc. Ce matin, nous allons plutôt l'aborder sous l'angle de l'amélioration de l'environnement de travail du chercheur au quotidien et également sous l'angle de la gestion des plateformes technologiques qui sont devenues centrales dans les projets de recherche. Et ce que nous aimerions faire, c'est partager avec vous notre conviction que l'on peut transformer ces deux domaines, l'environnement quotidien et la gestion des plateformes, en s'appuyant sur des solutions qui ont fait leurs preuves ailleurs, notamment dans le domaine de la gestion des services informatiques dans les entreprises, qui ont ce point commun avec la recherche d'être technologie dépendante, si j'ose dire, donc de s'appuyer sur des plateformes technologiques et qui s'étendent aujourd'hui d'ailleurs dans les entreprises à d'autres types de services, comme par exemple les RH ou les services généraux. Donc en fait, il s'agit aussi bien souvent pour les entreprises d'aligner l'expérience utilisateur avec ce que nous avons tous maintenant l'habitude d'avoir en termes de qualité de service dans nos vies personnelles sur les services Internet que nous consommons quotidiennement. Donc, nous allons voir donc comment cette approche orientée service, qu'on appelle le service management, peut à la fois faciliter le quotidien des chercheurs et en même temps, avec des best practices qui se sont développées maintenant depuis plus de 20 ans, peuvent aider à optimiser la gestion des plateformes technologiques qui sont devenues, comme je le disais, indispensables à la recherche moderne. Donc, du point de vue de l'agenda de la matinée, qui s'affiche maintenant, donc on va démarrer par une vingtaine de minutes de présentation, qui seront suivies par environ également 20-25 minutes de démonstration de notre solution Lab Management Portal, donc pour illustrer de façon concrète au travers de quelques cas d'utilisation recherche l'apport du service management en termes de solutions. Vous avez la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez au travers de l'interface qui s'affiche sur vos postes. Donc, poser des questions. En fonction donc de vos questions, on prendra le temps suffisant pour y répondre en fin de session. Et puis, on terminera par quelques mots de conclusion. Et donc, tout ça devrait nous amener au plus tard à terminer vers 12h30. Alors, autour de la table, ici, côté Keralia, avec moi, Audrey Desvergnes, qui est donc responsable du produit Lab Management Portal dans notre équipe de développement, et Olivier Bousquet, donc, qui est le directeur technique de notre activité de développement logiciel, que je vais vous présenter très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous dire en deux mots ce qu'est Keralia. Donc, une société positionnée de façon exclusive sur ce marché du service management avec deux activités. Une activité de consulting pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets autour des solutions qui sont les principales plateformes du marché dans ce domaine-là. Donc, nous avons des partenariats avec les éditeurs BMC, Microfocus et ServiceNow qui représentent donc l'essentiel du marché du service management, et une activité regroupée dans une structure dédiée qui s'appelle Keralia Tech, donc qui porte nos activités de R&D, activités d'innovation qui sont soutenues depuis la création de la société par BPI France et la région Île-de-France notamment, et qui a donc comme projet principal
le développement de Lab Management Portal, la solution dédiée au monde de la recherche que nous allons voir un petit peu plus tard. Donc, vous avez quelques chiffres pour vous situer l'activité. Donc, Keralia est une société jeune, 4 ans d'existence cette année, et qui connaît un développement régulier, avec une belle croissance, tout en restant, et c'est quelque chose qu'on souhaite en termes de management, une entreprise à taille humaine. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, il me semblait intéressant de parler de façon un peu globale des grandes tendances que l'on peut identifier dans le monde de la recherche. Alors ce n'est pas naturellement une analyse exhaustive, il s'agit d'illustrer des tendances qui me paraissent intéressantes par rapport à la discussion de ce matin. Je passe rapidement sur la question de l'enjeu, ça vous le savez tous mieux que moi, aussi bien pour ce qui concerne la recherche publique, la recherche académique ou institutionnelle, par rapport aux enjeux primordiaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, que dans le domaine des entreprises, pour lesquelles l'innovation est devenue réellement indispensable, et pour innover, il faut faire de la recherche. Ensuite, en termes des 3 tendances qui me paraissent pertinentes à analyser par rapport au sujet de transformation digitale, il y a d'une part le fait que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une coopération de plus en plus poussée. Donc, il y a de plus en plus de projets qui sont menés en coopération entre laboratoires du monde public et du monde privé, coopération à l'international, coopération aussi entre équipes de recherche venant de domaines et d'horizons différents. Et donc, tout cela, naturellement, a un impact sur la manière d'organiser et d'outiller les projets. Le deuxième élément qu'on a baptisé ici Digital Workplace, c'est tout simplement le fait que le digital envahit le monde de la recherche comme il envahit tous les secteurs de l'activité, et c'est donc en même temps une opportunité d'accélérer l'utilisation de ces technologies, en particulier vis-à-vis des jeunes chercheurs qui sont quelque part nés avec ces technologies-là. Et puis le troisième point que j'ai un peu abordé dans l'introduction, c'est l'importance centrale des plateformes technologiques partagées, qui associent des technologies pointues avec des expertises elles aussi très spécifiques, ce qu'on appelle aussi quelquefois des corps facility, ou même tout simplement des corps dans le vocabulaire anglo-saxon, et qui est un modèle qui devient de plus en plus prévalent, à la fois au niveau de la recherche publique et dans les grandes entreprises. Si on regarde par exemple les entreprises du secteur pharmaceutique, tous les big pharma aujourd'hui sont ou s'orientent vers ce modèle de plateforme partagée, tout simplement parce que c'est devenu indispensable pour pouvoir maintenir une expertise de pointe sur des sujets qui sont de plus en plus complexes. Et puis c'est aussi une nécessité de coût, de mutualiser les plateformes pour équiper, outiller l'ensemble de la communauté des chercheurs. Alors maintenant, si de cette vue un peu high level, si on veut zoomer sur le quotidien du chercheur, là je vais passer la parole à Audrey, puisque c'était son quotidien avant de nous rejoindre, pour vous commenter ce slide. Donc bonjour à tous. J'aimerais donc aujourd'hui partager avec vous ma vision de la vie quotidienne du chercheur, et surtout mettre en avant les difficultés que j'ai pu rencontrer en vous présentant un cas d'utilisation classique. Donc comme vous le montre ce schéma, le chemin partant d'une idée jusqu'à la réalisation d'une expérience est vraiment semé d'embûches et peut devenir très complexe et chronophage. Donc si je joue un peu sur les différentes étapes, dans un premier temps, le chercheur va valider son idée, puis trouver le bon protocole. Puis pour cela, il va multiplier les outils de recherche, Google, base de données scientifiques. Il va aussi faire appel à la communauté scientifique pour obtenir un retour d'expérience, et ceci en général par mail et téléphone.
Donc la deuxième étape, une fois que le protocole est obtenu, le chercheur va devoir trouver l'appareil pour réaliser cette expérience. Et, euh, euh, et donc, cet appareil n'est pas présent dans son laboratoire, il va faire appel à des plateformes technologiques. Et c'est là que le vrai casse-tête commence, puisqu'il existe autant d'outils, de sites Internet que de plateformes technologiques. Donc, en fait, le chercheur n'a aucune vue d'ensemble sur tout ce que son université ou les universités voisines disposent en technologie. Donc, bien souvent, il va être obligé de même contacter directement les plateformes pour avoir des informations sur ce qu'elles disposent en services et en appareils. Et donc, il va perdre un temps précieux et beaucoup d'énergie pour arriver jusqu'à la réservation de l'appareil optimal pour sa réservation. Voilà, donc je repasse maintenant la parole à Pierre. Voilà, donc on voit au travers de ce cas que bon, c'est pas forcément encore toujours ça. Donc pourquoi est-ce que on pense que le service management est une approche qui est adaptée au domaine de la recherche? Donc essayons d'abord de définir un peu ce dont on parle. Le service management est un modèle d'organisation qui est parti des services IT, tout simplement parce qu'il fallait garantir la qualité de service informatique indispensable au fonctionnement des entreprises et des organisations, et qui s'étend progressivement depuis quelques années à d'autres domaines de l'entreprise, à partir du moment où on va chercher à améliorer les interactions entre les collaborateurs en interne ou éventuellement les clients et les partenaires en externe, avec des fonctions de support qui s'organisent en centre de service. Alors quelques exemples un peu pour illustrer le propos. Bon, en interne, il va s'agir de traiter des demandes ou des dysfonctionnements éventuellement par rapport à des processus sur, par exemple, une demande d'un nouveau smartphone, une demande d'une nouvelle application, une réservation pour un déplacement, une erreur sur mon bulletin de paye, enfin un ensemble de choses qui, souvent dans les entreprises, donnaient lieu à ce qu'on vient de voir un petit peu dans le cas de la recherche, c'est-à-dire des échanges de mails, de la consultation de documentation, et qui là vont être processés, automatisés, pilotés à partir d'une plateforme dans une logique de gestion des interactions entre un demandeur et la personne ou les personnes dans l'organisation qui sont à même de traiter sa demande. Donc il y a trois éléments clés. L'idée étant bien sûr de rendre les collaborateurs plus efficaces, d'éviter les pertes de temps et donc, in fine, de les rendre plus impliqués et plus productifs dans leur travail quotidien. Il y a trois piliers. Alors, il n'y a pas que ces trois-là, mais il y a au moins trois choses importantes pour mettre en place une approche de ce type. Bon, la première, j'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, c'est de moderniser l'expérience utilisateur. Donc, on va parler de portail de service, c'est le titre de notre webinaire, correspondant à ce qu'on a l'habitude aujourd'hui d'utiliser tous les jours sur Internet. Donc, si vous voulez imaginer ce qu'est un portail de service, imaginez Amazon ou un site Internet moderne, où en 2 ou 3 clics, de chez vous, depuis votre PC ou dans le train sur votre smartphone, vous pouvez commander ce que vous avez envie de commander ou obtenir les informations que vous souhaitez obtenir. Donc une expérience de ce type-là est un prérequis indispensable pour faciliter véritablement les services. Par contre, derrière, ce qu'il faut, c'est avoir une plateforme logicielle qui soit capable d'automatiser au maximum ce qui est automatisable, de router éventuellement les demandes sur les bons interlocuteurs en fonction de leur contenu, etc., d'alerter les personnes dans le process quand les éléments ne sont pas traités, etc. Donc sans automatisation, c'est assez difficile de traiter un volume d'interactions important. Et puis enfin, le dernier point qui est fondamental sur les plateformes modernes de service management, c'est d'avoir une vision consolidée de l'ensemble des données, quel que soit l'endroit
de la chaîne où on se situe. Donc, si je suis demandeur, il faut que je puisse savoir à tout moment où en sont les demandes. Si je suis quelqu'un qui traite des demandes, il faut que j'ai une visibilité sur mon encours et il faut que je puisse avoir accès très rapidement à l'ensemble des informations et des données qui sont nécessaires au traitement d'une demande particulière. Donc tout ça, ça passe par le fait de consolider l'information et puis ça passe aussi par la mise en place d'outils collaboratifs de type chat ou autre qui facilitent les interactions quand il y a nécessité d'avoir des interactions. On est dans une logique de service, donc un service, c'est forcément une liaison entre deux personnes, ça ne peut pas être totalement robotisable. Donc, ce qu'on a voulu faire avec Lab Management Portal, c'est appliquer ces principes-là en construisant une solution qui permette à un chercheur d'accéder en quelques clics à l'ensemble des ressources qui lui sont nécessaires pour mener ses projets. Donc, si on revoit juste en bas, et puis après, Audrey vous détaillera ça dans la démonstration, le cas dont elle parlait tout à l'heure, qui est le cas d'une réservation d'un instrument ou d'une plateforme, on voit qu'on va pouvoir totalement fluidifier ce process-là en ayant accès à un catalogue de services, en ayant accès à des moteurs de recherche intelligents qui vont permettre de rechercher des protocoles comparables, d'associer finalement l'instrument adéquat au protocole, d'automatiser tout le cycle d'approbation qui peuvent être nécessaires pour réserver telle ou telle plateforme, et puis ensuite d'exécuter automatiquement, vous le verrez dans la démonstration, l'expérience qui était projetée avec l'accès à des éléments partagés de type calendrier, avec des notifications, avec des possibilités aussi d'interaction en mode chat. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris pour construire cette application? Donc, c'est un projet qui a démarré début 2017. Donc, on a constitué une équipe pluridisciplinaire avec à la fois des gens venant du monde de la recherche, comme Audrey, pour apporter leurs connaissances métiers, avec des gens qui connaissent les pratiques et les solutions de service management et qui sont des consultants de Keralia Consulting qui ont été impliqués à titre d'experts dans le projet. Et puis après, naturellement, avec une équipe de développement pilotée par Olivier, qui soit capable de traduire ce qu'on avait envie de faire dans une solution pérenne et évolutive. En termes de plateforme, on a choisi de s'appuyer sur une des plateformes que l'on connaît bien dans le domaine du service management et qui s'appelle ServiceNow. C'est important. Pourquoi? C'est important parce que ça nous permet de ne pas redévelopper complètement l'ensemble de la solution, mais de nous concentrer sur les fonctionnalités qui permettent d'apporter de la valeur à vos métiers, aux métiers de la recherche, en s'appuyant sur la technologie de la plateforme ServiceNow. Donc, pourquoi ServiceNow? Parce que c'est une des plateformes de développement d'applications en mode cloud, puisqu'on va parler d'une application en mode cloud, naturellement, qui offre une technologie très pointue et très, très bien adaptée à un développement d'applications de type service management, dont ServiceNow est aujourd'hui leader sur ce marché-là. C'est aussi une infrastructure SaaS de classe mondiale, donc ça veut dire garantie de disponibilité, de performance, de sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de data centers répartis dans le monde. C'est plus de 5000 clients dans le monde aujourd'hui. Je crois même que ça doit pas être loin de 5000 depuis qu'on avait, de 6000 depuis qu'on avait fait ce slide, avec notamment dans le cas qui nous occupe, c'est assez intéressant, une présence significative sur le marché des universités et sur le marché des sciences de la vie, notamment auprès d'un certain nombre de grandes sociétés du monde de la pharmacie ou de la biologie. Et puis, un élément d'actualité récente, il y a quelques mois, ServiceNow a été classé par le magazine Forbes, le magazine américain, comme la compagnie la plus innovative dans le monde. Donc, il y a effectivement une grande dose d'innovation dans cette plateforme. Donc,
Ce qui va se passer, c'est que vous voyez ici, symbolisé sur ce slide, la plateforme avec l'ensemble des technologies proposées qu'on utilise pour construire des applications. Donc ici, on a positionné l'App Management Portal à droite du slide. On a positionné aussi d'autres applications qui peuvent être intéressantes, en particulier la gestion des services IT, par exemple, hein, sur la gauche, ou la gestion de services RH. Alors évidemment, chacune de ces applications est autonome, donc l'App Management Portal fonctionne de façon tout à fait autonome. Par contre, c'est intéressant éventuellement si vous avez également l'application de ServiceNow pour la gestion de vos services IT, vous allez par exemple pouvoir offrir une vision consolidée, avoir une vision consolidée de l'ensemble de vos services, à la fois ceux qui sont délivrés à partir des plateformes d'instrumentation spécifiques à la recherche, et puis tous les services qui sont de purs services IT, par exemple dans tout ce qui est data management, comme on en parlait en début de séminaire. Donc la plateforme fournit tous les services de base qui permettent de construire un catalogue de services que vous allez voir tout à l'heure dans la démo, qui permettent de construire un portail, qui permettent d'avoir une base de données, un modèle de données unique, etc., etc. Donc, gros avantage, encore une fois, pouvoir faire capitaliser sur ces technologies-là pour livrer très rapidement. Donc, chez Keralia, on est sur un rythme de 3 versions de produits par an pour livrer très rapidement les nouveaux produits avec de la valeur ajoutée pour vos métiers sur le marché. Alors, à qui s'adresse l'App Management Portal? J'ai beaucoup parlé des chercheurs. Bon, évidemment, ils sont au centre de l'équation. L'idée, c'est de leur offrir un environnement qui leur évite au maximum de perdre du temps et qui donc leur permette au maximum de se consacrer à leurs travaux de recherche. Mais la plateforme s'adresse aussi aux responsables de plateformes qui, eux, sont en position d'offreurs de services. Donc, ça va leur permettre de structurer leur offre de services et d'optimiser la gestion des plateformes. Et puis, on a une troisième catégorie d'utilisateurs potentiels qu'on a regroupés ici sous le terme de managers ou de gestionnaires administratifs qui vont, par exemple, s'occuper, le cas échéant, de refacturation si les services des plateformes, ce qui arrive de plus en plus souvent, sont refacturés en interne, voire facturés à des clients externes. Un mot de ce qui existe aujourd'hui dans la version que vous allez voir, donc qui est la version 1.2. Donc on va retrouver les notions de gestion d'instruments, de gestion de catalogue d'instruments et de catalogue de services associés. Bon, ça, vous allez voir ça dans la démo. On va retrouver tout ce qui concerne la réservation. On va retrouver les notions d'utilisation et de refacturation le cas échéant. Les notions de maintenance et de gestion de tout ce qui est conformité des équipements, du reporting, une base de connaissances et un moteur de recherche que vous allez voir fonctionner dans la démonstration. Et les deux fonctionnalités les plus récentes qui ont été rajoutées à cette version, sur la droite du slide, là, sont la gestion des expériences. Donc ça, vous verrez qu'on peut facilement modéliser à partir d'un protocole une expérience et puis après suivre l'exécution sous forme d'un flux, d'un flow. Le fait de pouvoir intégrer dans le Management Portal des catalogues externes, le fait d'avoir des bundles, les catalogues externes c'est pour après, le fait d'avoir des bundles, c'est-à-dire de faire une réservation en une seule fois d'un instrument ou de plusieurs instruments avec des services associés, comme par exemple l'intervention d'un technicien spécialisé, et puis une intégration avec Slack, qui est un outil collaboratif assez largement répandu dans le domaine de la recherche. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la démo. Donc, notre démonstration va se décomposer en 4 scénarios. Les 2 premiers seront vraiment autour de la réservation. Donc, dans le premier, je vais vous présenter le portail utilisateur ainsi que le catalogue de services. Et l'objectif est vraiment de vous montrer avec quelle rapidité, en quelques clics, l'utilisateur va réserver l'appareil de son choix. Donc ensuite, le second est exactement le cas d'utilisation que je vous ai présenté précédemment. Donc un chercheur démarre une toute nouvelle expérience et il doit trouver son protocole et un appareil à réserver. Pour cela, il va utiliser notre moteur de recherche
dans lequel il a juste à décrire son expérience pour trouver les deux à la fois. Donc, nous aborderons aussi la notion de bundle, donc comme vous l'a dit Pierre, qui correspond à un paquet d'instruments et de services. Donc ensuite, je vous montrerai la réservation de ce bundle et la validation en fait côté gestionnaire de plateforme. Le troisième scénario concerne la planification et le suivi d'une expérience. Donc l'utilisateur Marie Curie va acheter et planifier une expérience du catalogue et c'est le gestionnaire de plateforme technologique, Georges Cuvier, qui va la réaliser. Donc ensuite, le dernier se déroulera, lui, côté gestionnaire de plateforme technologique et je vous montrerai en utilisant les rapports dynamiques des différents dashboards avec quelle simplicité le gestionnaire gère son parc d'instruments, ses utilisateurs et ses services. Donc maintenant, place à la démo. Donc voilà, le portail utilisateur. Donc ce portail, comme je vous l'ai dit, possède un moteur de recherche. On va aussi trouver donc le catalogue de services, une base de connaissances et aussi, ce qui est très important, une communauté pour pouvoir échanger, avoir des retours d'expérience de la communauté scientifique. Donc si j'entre maintenant dans le catalogue, celui-ci est décomposé, est composé de catégories. Après, ces catégories sont totalement customisables. Ce sont des catégories qu'on a choisies pour la démo. Donc, on peut avoir une catégorie d'instruments spécialisés, donc des instruments de sciences de la vie, mais aussi des instruments beaucoup plus IT, computer, software, mais aussi donc des services. Ça, je vous le représenterai par la suite. Donc, si Marie Curie veut réserver un flow cytometer, une cytométrie en flux. Elle le sélectionne via son catalogue. Et donc là, on arrive sur la fiche du modèle. Et l'avantage en fait de la solution, c'est que à ce modèle correspondent donc différents appareils qui vont être localisés dans des différentes plateformes, soit les plateformes d'une même université, mais aussi des plateformes externes. Et donc l'avantage pour l'utilisateur, c'est qu'il a une vue d'ensemble sur la disponibilité de tous ces appareils correspondant à ce modèle. Donc l'utilisateur va pouvoir filtrer par département. Donc si je choisis par exemple le département de l'Institut Biologie Paris-Seine de l'Université Pierre et Marie Curie, il va m'afficher ces deux appareils. Je peux aussi ensuite filtrer par date et créneau. Donc là, je vois que j'ai deux appareils disponibles. J'ai juste ensuite à cliquer sur Book et je peux réserver mon appareil. Ensuite, l'utilisateur va pouvoir donner des instructions particulières pour la réservation au gestionnaire de plateforme. Et voilà, en quelques clics, l'utilisateur a trouvé et a réservé son appareil. Donc là, c'est le récapitulatif de la commande. Ensuite, donc deuxième scénario, si l'utilisateur démarre une toute nouvelle expérience, il va pouvoir utiliser le moteur de recherche en décrivant en fait son expérience. Et donc là, on lui propose différents articles de connaissances. Si je choisis le premier, je vais arriver sur un article de type protocole d'expérience. Et donc là, la puissance de l'outil, c'est que pour réaliser ce protocole, on va me proposer en fait différents appareils à réserver. Donc soit un appareil seul, un microscope confocal, mais aussi je peux avoir un bundle. Donc par exemple, si je suis un tout nouvel utilisateur, eh bien je vais sûrement avoir besoin d'avoir un assistant pour m'aider dans la réalisation de cette expérience. Et donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir en fait réserver en une seule fois à la fois ce microscope et l'assistant, en choisissant une date unique, une seule réservation. Donc là, voilà. Donc là, j'ai la disponibilité. En grisé, c'est les créneaux qui sont déjà réservés. Donc là, j'ai la possibilité soit de réserver directement, comme je l'ai fait précédemment, ou alors ajouter en fait cet article à mon panier pour revenir par la suite à ma réservation. Donc là, dans le panier, je vais avoir le récapitulatif des différents items que j'ai mis dans mon panier. Je peux là aussi préciser
des instructions particulières et procéder à la réservation. Donc là, sur le récapitulatif de cette commande, on peut voir que dans la colonne Approval, on voit que ma réservation n'est pas totalement complète. Elle est en attente. C'est une demande qui a été envoyée au gestionnaire de plateforme. Là, par exemple, on a ajouté en fait une étape d'approbation. Donc ça, c'est pareil, c'est à la volonté du gestionnaire de plateforme d'avoir cette étape en plus ou pas, ou selon aussi le rôle de l'utilisateur, son niveau, si c'est un utilisateur qui a l'habitude de venir ou si c'est un utilisateur débutant, etc. On peut ajouter des conditions. Donc là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir utiliser en fait mon téléphone, donc le gestionnaire de plateforme. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il y a un petit souci de son. Donc alors, attendez, on va juste vérifier. Bon, c'est bon, apparemment. Donc, désolée pour ce petit contretemps. Donc voilà, là, je vous ai affiché en fait mon téléphone à l'écran. Donc, je suis en tant que Georges Trouillet, donc gestionnaire de plateforme technologique. Et en fait, voilà, je vais aller dans mon menu et dans mes approbations. Et là, en fait, comme vous pouvez le constater, je retrouve les deux articles que j'ai commandés, enfin que j'ai réservés dans mon bundle. Donc, si je peux parler d'articles, hein, donc le microscope et aussi l'assistance. Donc là, tout simplement, j'ai la possibilité de rejeter ou d'approuver cette réservation. Donc là, je vois que ça passe en vert. Donc normalement, c'est approuvé. Si je rafraîchis cette page, le statut a changé, donc ma réservation est validée. Très bien. Donc ensuite, troisième scénario, l'utilisateur a la possibilité de commander une expérience totale, complète, donc de sous-traiter complètement son expérience. Donc là, c'est dans la section service du catalogue, on va trouver des expériences qui ont été au préalable designées avec notre outil en fait de rédaction de protocole. Hein. C'est un outil qui permet de faciliter en fait la rédaction de protocole. Et donc, le gestionnaire de plateforme va pouvoir publier ses expériences, ses services dans son catalogue. Donc, l'utilisateur Marie Curie va donc, elle, en fait, retrouver tout le protocole, le résumé, la procédure étape par étape, le matériel qui va être utilisé, l'appareil aussi qui va être réservé, utilisé, et bon, différentes numéros. Donc, elle a juste en fait à choisir une date, à laquelle elle va venir déposer ses échantillons. Donc là, je n'ai pas de réservation possible. Si je choisis vendredi. Voilà. Donc elle choisit un créneau et elle soumet sa demande au gestionnaire de plateforme. Donc là, l'avantage en fait du système, c'est qu'à partir du moment où Marie Curie, l'utilisateur, a planifié cette expérience, eh bien la réservation de l'appareil qui va être utilisé se fait automatiquement. Donc le gestionnaire de plateforme n'a pas en plus, lui de son côté, à aller faire cette réservation manuelle. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu ce qui se passe côté gestionnaire de plateforme. Donc lui, il a une vue un peu différente, hein, donc comme je vous disais, par des dashboards, mais j'y reviendrai un peu plus en détail après. Donc chaque dashboard va piloter les différentes activités de la plateforme, donc un dashboard au niveau des appareils, des utilisateurs, de la facturation. Et donc là, je vais plutôt m'intéresser à celui qui gère les expériences. Donc là, le gestionnaire de plateforme va avoir une vue sur à la fois les expériences qui sont en attente, celles qui sont en cours ou celles qui sont totalement terminées. Donc là, si je vais dans celle planifiée, je vais retrouver celle qui a été faite par Marie Curie.
Et donc là, je retombe sur le détail de l'expérience, les étapes du protocole que je vous ai montré précédemment. Désolée. Ensuite, le gestionnaire, une fois prêt, peut démarrer son expérience et il va pouvoir passer les différentes étapes. Donc l'avantage, c'est que côté utilisateur, eh bien Marie Curie, elle, via cette page de portail, va pouvoir suivre en fait l'avancement de l'expérience qui est réalisée par la plateforme. Donc elle voit quand elle a été démarrée et l'avancement de chaque étape. Elle peut aussi demander des instructions ou des informations complémentaires au gestionnaire. Donc, par exemple, d'envoyer une photo des cellules confluentes, par exemple. Et donc là, en fait, Georges Cuvier va retrouver les commentaires envoyés par Marie. Il va pouvoir attacher donc des documents. Si j'ai une image, oui, voilà, confidentielle par exemple. Et donc, Marie Curie va pouvoir retrouver la photo envoyée, le dossier, enfin le document attaché. Elle peut aussi l'enregistrer, l'exporter, l'enregistrer sur son ordinateur. Donc, on voit aussi que à chaque avancement, enfin chaque passage d'étape, on a le statut de la tâche qui change. Donc là, le protocole est un peu long. J'aurais dû. Donc on passe étape par étape. Je vais peut-être me remettre en Wi-Fi. Ah, il m'entendait plus, je pense. Alors, je pense qu'il y a un petit souci de son à nouveau. C'est bon? Très bien. Alors, j'ai un souci de réseau en fait. Alors, attendez. Je vais réactualiser mon instance. J'ai une petite panne réseau, excusez-moi, je relance la démo. Voilà, donc a priori, ça doit être bon cette fois-ci. Oui, voilà, très bien. Excusez-moi. Donc, une fois que toutes les étapes ont été réalisées, eh bien, on peut clôturer l'expérience en appuyant sur Done. Et là, le statut de l'expérience passe en complète. Donc, elle va changer de statut. Donc, dernier scénario, je vous ai parlé donc là, on va rester dans cette vue-là, côté gestionnaire de plateforme. Donc là, on a vu le dashboard qui permettait de piloter en fait la gestion des expériences. Mais donc, je vous ai dit qu'il existait aussi je vous ai dit qu'il existait aussi d'autres dashboards, donc par exemple pour piloter l'activité des appareils et notamment les réservations, qui est quand même le. Donc apparemment, vous avez un blocage d'écran, les aléas du direct. C'est bon. Donc c'est bon. Ok, très bien, parfait. Donc là, voilà le dashboard qui pilote donc
la gestion des réservations, des indisponibilités. Donc là, on a une vue calendrier, en fait. Je vais avoir la possibilité de filtrer par appareil avec cet instrument de picker. Donc là, si je sélectionne le cytomètre en flux numéro 1, eh bien, je vais avoir uniquement les réservations de cet appareil qui s'affichent dans mon calendrier. Donc, différentes vues par jour, par semaine, par mois. Donc, l'avantage, c'est que ces rapports sont dynamiques. Donc, par exemple, si je sélectionne cette réservation, je vais avoir accès au récapitulatif, je peux la modifier. Voilà, on sélectionne notre date et je peux aussi la désactiver, enfin donc l'annuler et en spécifiant la raison, par exemple si mon appareil est en réparation. Et là, l'avantage, c'est que l'utilisateur est automatiquement notifié par mail ou par SMS. Ça, c'est customisable aussi. Donc là, si je resélectionne cet appareil, je vois qu'au 28 septembre, eh bien, la réservation a été annulée. Ensuite, je vais avoir tout un tas de métriques. Hein. Ça, ce sont des, comment dire, des dashboards que nous, on a créés pour la démo, mais c'est totalement aussi customisable par le gestionnaire de plateforme. C'est très simple à réaliser. Donc voilà, on peut avoir des rapports sur l'activité, comment dire, le pourcentage d'utilisation par machine, le pourcentage d'utilisation par type, par équipe. Enfin voilà, tout un tas de rapports qu'on peut facilement intégrer. Et aussi un dashboard qui va permettre de piloter les indisponibilités qui sont quand même, qui peuvent quand même arriver, et notamment les maintenances. Donc là, l'avantage, c'est qu'en utilisant par exemple cette matrice, si je veux mettre ce cytomètre en flux en maintenance, j'ai juste à cliquer sur le rapport. Je vais avoir accès en fait à toutes les indisponibilités de ce type sur cet appareil. Et ensuite, je peux en créer une nouvelle. Donc par exemple, si je mets du 19 au 21, et donc là, le gros avantage, c'est qu'en termes d'automatisation, eh bien, le système a annulé automatiquement toutes les réservations qui étaient durant cette période. Donc, et l'utilisateur est à nouveau notifié. Donc là, je peux avoir accès aussi en cliquant sur les 9 réservations aux informations. Donc ensuite, on va avoir aussi un dashboard qui permet de piloter les utilisateurs. On peut créer des groupes des accréditations, des groupes avec différents niveaux, selon qu'ils sont débutants ou autonomes, etc. Donc ça, c'est à la volonté aussi du gestionnaire de plateforme. Et des dashboards qui vont piloter aussi la facturation. Donc là, ce sont des données de facturation qui vont pouvoir être exportées, exportables, et après ensuite utilisées dans un autre outil de facturation. Donc là, le gestionnaire peut filtrer par équipe, par unité, et il peut exporter par exemple toutes les données de l'équipe Pierre et Marie Curie en cliquant sur le dashboard. Donc ça, c'est très simple. On peut exporter par Excel, PDF, envoyer différents formats. Et donc là, j'accède à mon tableau Excel. Voilà. Donc, ensuite, le dernier dashboard, je vous l'ai déjà présenté, expérimente. Donc voilà, j'en ai fini pour la démo. Je vais repasser la parole maintenant à Pierre. Donc visiblement, on n'a pas beaucoup de questions. Donc en termes de conclusion, si vous voulez, je voudrais d'une part vous donner une visibilité sur la roadmap de la solution, avec une prochaine version qui est prévue en fin d'année 2018, sur laquelle là on a une vision précise. Et puis pour 2019, la première partie de l'année 2019,
un certain nombre de chantiers sur lesquels là, la vision est un petit peu moins détaillée. Donc, dans la version de fin d'année, deux choses principalement en plus. D'une part, l'intégration avec une application de Project Portfolio Management, PPM, ce qui va permettre de rattacher et donc d'offrir une visibilité vraiment complète de bout en bout entre un portefeuille de projets, les expériences que vous a montré Audrey, un projet étant finalement une série d'expériences, les plateformes technologiques qui auront été utilisées pour mener à bien ces expériences et à chaque étape du cycle finalement du projet et de l'expérience, un lien sur un point qu'on n'a pas forcément évoqué ce matin, mais un lien vers les données qui auront été générées par les expériences. Donc, il ne s'agit pas de stocker dans le management portal les données générées, mais d'avoir capacité à pointer de façon à ce que, quel que soit l'angle d'analyse sur lequel on va se placer, au niveau d'un chercheur, au niveau d'un laboratoire, au niveau d'un département de recherche dans son intégralité, au niveau d'un projet, au niveau d'un programme qui peut être mené par plusieurs laboratoires appartenant à des entités différentes, avoir une vision consolidée sur tout le cycle de l'expérience, du projet, de la technologie utilisée et des données générées. Le deuxième élément qu'on va rajouter dans cette version, c'est la capacité de donner accès à des catalogues externes. Donc ça, c'est une demande qu'on nous fait souvent au niveau des clients et des prospects avec lesquels aujourd'hui on discute, c'est-à-dire améliorer un peu la visibilité sur soit des plateformes externes avec lesquelles mon organisation a des accords de partenariat, soit éventuellement suggérer des plateformes externes en liaison bien sûr avec les domaines de recherche qui m'intéressent en tant que laboratoire ou en tant que chercheur, qui sont disponibles sur le marché. Donc on a des discussions en cours avec un certain nombre de plateformes, sachant qu'il y a globalement, au moins en ce qui concerne la recherche publique, un gros effort en cours d'amélioration de la visibilité de ces plateformes et donc on pense pouvoir y contribuer au travers de cette fonctionnalité, avec naturellement la capacité non simplement de visualiser un catalogue, mais d'émettre une demande de réservation. Et là derrière, les intégrations permettront de quelque part réserver une plateforme externe comme on pourrait réserver une plateforme interne. Encore une fois, parallèle avec les services IT, vous pouvez aujourd'hui finalement réserver des ressources informatiques, un serveur virtuel par exemple, et ce serveur il peut être provisionné aussi bien d'un data center interne de l'entreprise que d'un data center externe. Du point de vue de l'utilisateur au travers du portail, ça ne fait pas de différence. Naturellement, du point de vue de la plateforme derrière qui va automatiser ce provisioning, là il y aura des différences. Et puis, autre possibilité en termes de fonctionnalité, l'intégration avec la gestion des incidents, donc qui permettront d'avoir une vision sur les dysfonctionnements aussi bien technologiques que dysfonctionnements liés à une expérience dans le laboratoire ou dans un ensemble de laboratoires. Donc ça, c'est la version qui devrait être disponible en décembre. Sur 2019, là, les axes de réflexion, ils portent beaucoup sur la capitalisation sur des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Donc encore une fois, fonctionnalité apportée par la plateforme ServiceNow. Donc typiquement, la notion de virtual agent, c'est l'idée d'avoir la capacité d'interagir avec la plateforme en langage naturel, en mode de chat pour faire des réservations, par exemple, plutôt que de faire ce que vous avez vu dans la démo, moteur de recherche ou catalogue de services. On travaille beaucoup aussi autour du machine learning. Donc là, l'idée typiquement, c'est d'avoir capacité à associer de façon automatique des protocoles
avec les technologies qui sont nécessaires pour les dérouler. Et on a un autre chantier sur ce qu'on appelle l'Internet des objets, IoT, et donc la capacité à intégrer dans l'application des informations venant par exemple de capteurs. Donc vous avez, pour qu'une expérience se déroule bien, besoin d'un certain environnement en termes de température, en termes d'hygrométrie, que sais-je. Il y a des capteurs qui peuvent remonter cette information et donc de la même manière que tout à l'heure vous aviez visualisé le déroulé de l'expérience sur le flow, bah, vous pourrez avoir des alertes si par exemple les conditions se détériorent. Donc voilà en gros hein, les axes principaux de 2019. Alors entre-temps, il y a quelques questions qui sont arrivées. Donc avant de passer à la conclusion, on va essayer d'apporter des réponses par rapport à ça. Alors il y a une question sur le business model. Prélèvement pour chaque transaction ou tarif mensuel d'utilisation de la plateforme. Alors, très clairement, aujourd'hui, on est parti sur une tarification basée sur l'utilisation. Donc, c'est effectivement, comme je l'ai dit, une solution au mode SaaS. Donc, ça veut dire que le mode de commercialisation, c'est un abonnement avec un tarif mensuel à l'utilisateur. Au fur et à mesure de nos discussions avec différents acteurs sur le marché, on réfléchit effectivement à lancer un modèle différent qui serait une version partagée de l'application avec un modèle de tarification qui serait effectivement plutôt transactionnel, donc basé sur des transactions avec éventuellement un minimum quand même annuel de coûts d'abonnement, de droits d'entrée, si vous voulez, assez faibles, qui permettrait quand même de couvrir les frais d'accès et de mise en service à la plateforme. Et puis ensuite, une tarification qui serait basée sur un pourcentage prélevé sur chacune des transactions. Donc ça, c'est un modèle qui intéresse notamment les plateformes publiques, pour qui la mise à disposition sur le marché de leur expertise représente une source de revenus complémentaires par rapport au financement de la recherche. Dans le monde privé, on pense qu'on restera sur le premier modèle traditionnel qui est toujours sous forme d'abonnement, mais avec un coût mensuel par utilisateur. Donc voilà, je pense que ça, j'espère avoir répondu à la question. La deuxième question porte sur avez-vous un module de gestion des consommables, gestion des stocks, traçabilité. Alors c'est effectivement quelque chose qui est en réflexion, sachant que en fait aujourd'hui ce que vous avez vu et qui est disponible en termes de catalogue d'instruments s'appuie sur une partie de la base de données de la plateforme qu'on appelle, sans rentrer trop dans le détail, une base de gestion de configuration, si vous voulez. Et donc cette base de données, ce modèle de données est facilement extensible pour gérer des consommables. Donc on ne l'avait pas prévu dès le départ, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et qui, je pense, devrait pouvoir être disponible en début d'année 2019. Et alors, à partir du moment où on a un composant consommable effectivement dans la gestion de la base des configurations, à partir de ce moment-là, comme pour le reste des composants, on peut lui associer un certain nombre de statuts et donc on peut gérer un cycle de vie et une traçabilité avec l'idée étant par exemple au moment d'une réservation d'être capable de déclencher une alerte si le stock de consommables n'est pas suffisant pour réaliser l'expérience nécessaire, enfin ce genre de fonctionnalité-là. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vois pas arriver d'autres questions. Donc dans les 4-5 minutes qui nous restent, un mot véritablement peut-être de conclusion en termes de valeur ajoutée. L'idée, globalement, vous l'avez compris, c'est de contribuer à un environnement de travail plus efficace pour la recherche. Si on se place
du point de vue des 3 catégories d'utilisateurs que nous ciblons. Pour le chercheur, bon, l'idée principale, c'est l'amélioration de l'expérience utilisateur avec un portail de services moderne, intuitif, avec un accès facile à partir de ce portail de services à l'ensemble des ressources nécessaires avec différentes possibilités d'interaction, comme vous l'avez vu, moteur de recherche, éventuellement collaboratif. Il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas eu le temps de montrer dans la démo, mais on peut très bien avoir des communautés, donc gestion de communauté, donc on peut aussi poser des questions, travailler sur un protocole à plusieurs dans une communauté, etc. Et donc, in fine, c'est un gain de temps et donc une efficacité accrue sur le cœur du métier de la recherche. Pour les responsables de plateforme, je pense que l'idée, c'est vraiment d'industrialiser la gestion des plateformes et de fournir dans une application unique l'ensemble des données nécessaires, à la fois pour améliorer la visibilité en termes de catalogue de services, faire que ce soit plus facile pour les utilisateurs de s'y retrouver et d'interagir avec les plateformes. Et puis après, en termes de processus, pour automatiser tout ce qui peut l'être et tout ce qui souvent aujourd'hui fait l'objet, comme on l'a vu au début, de multiples fichiers Excel avec tous les risques, au-delà de la perte de temps, avec tous les risques d'erreur que ça peut comporter. Donc là aussi, simplicité, gain de temps, productivité et vraiment grosse amélioration. Enfin, on espère vraiment faire un saut quantitatif important dans la visibilité des plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs par rapport à ce qui existe aujourd'hui la plupart du temps. Et puis pour les gestionnaires de façon générale, l'idée générale au fil de tout ça, finalement, c'est aussi d'améliorer le retour sur investissement des plateformes qui correspondent quand même à un investissement très lourd pour la plupart des centres de recherche, et donc d'améliorer aussi au travers de la collaboration l'efficacité et la productivité globale de l'organisation de recherche. Voilà, nous en avons terminé avec la présentation et la démo. On est quasiment au bout de l'horaire prévu. Il est 12h27, donc il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois de votre participation. J'espère que cela aura répondu à vos attentes et pourquoi pas ouvert des horizons. Et puis à vous souhaiter un bon appétit puisque c'est l'heure. Il y a une autre question encore, Pierre. Alors, il y a une question qui arrive, oui, alors ça c'est vraiment dernière minute, là, il reste 2 minutes. Pour le public, les chercheurs ne sont pas habilités à signer des bons de commande. Oui, bien sûr. Alors en fait, dans le circuit, alors le circuit de workflow, on va dire, que suivra la demande est naturellement totalement personnalisable. Donc le cas le plus classique, c'est que le chercheur va émettre une demande. À un moment donné, on a parlé de validation. Il faut que cette demande soit validée par un responsable management, responsable de laboratoire ou autre, selon les organisations qui ont habilité à engager une commande externe s'il s'agit d'une commande externe. Et donc, à partir de là, à partir du moment où la demande est validée, la commande sera générée. Sachant que la visibilité en termes de catalogue du chercheur sera une visibilité a priori sur des plateformes soit internes, donc dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de commande à passer, soit externes avec lequel son laboratoire a déjà des partenariats en place. Donc, ce qui veut dire que les notions de tarification, de durée, etc., auront été cadrées à l'avance. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Tu veux ajouter quelque chose, Audrey? Oui, parce que je pense qu'à mon avis, votre question, c'est plus au niveau de la signature, voilà, du bon de commande, etc. Donc ça, c'est pas l'outil qui va le gérer, c'est quelque chose qui peut être sortir de l'outil et interfacer avec les outils de gestion déjà présents en fait dans les instituts ou qui eux ont déjà leur logiciel de validation de bons de commande. Donc oui, absolument. En fait, on est capable de mettre en place un circuit totalement automatisé avec en fait une intégration avec l'outil de gestion des commandes quand il y en a un. Et à partir du moment où la commande a effectivement été validée
est signé, à ce moment-là, il faut qu'on puisse récupérer de l'outil en question un code de retour qui permet de déclencher, de valider et de déclencher définitivement la réservation. Donc tout ça, ça se fait au moment de la mise en place de l'outil. En tous les cas, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les circuits de workflow sont entièrement personnalisables et qu'on peut avoir éventuellement des modèles à différents niveaux d'approbation, différents acteurs concernés dans différentes entités, avec à chaque fois, par rapport au système classique de type mail, le fait que l'outil va router la demande au bon interlocuteur, celui qui aura été défini pour pouvoir valider, et va s'assurer que la demande a été validée. Donc, on va pouvoir générer les relances si elle ne l'est pas, etc. Voilà. Donc là, on est pour le coup vraiment arrivé à 12h30. Ceci dit, bon, nous, on a du temps. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Et sinon, encore une fois, bonne journée et je l'espère à très bientôt. Je voudrais apporter une précision par rapport à la question concernant les consommables. Par rapport aux consommables, en fait, donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a la solution La Management Portal et elle s'appuie sur une plateforme. Et aujourd'hui, la plateforme ServiceNow a un module de gestion des consommables, c'est-à-dire gestion des stocks, gestion des réceptions, consommation, emplacement des stocks. Donc ça, oui, il y a un module déjà présent. Ce qui n'a pas encore été fait, c'est le fait de l'intégrer avec, par exemple, les protocoles dans notre application. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a un module. Par contre, il y a encore un travail du côté de notre solution s'il s'agit de le personnaliser et de le rendre adapté à la solution. OK. Plus d'autres questions? Merci à tous. Bon appétit, bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.